Alors, chez Desjardins, mon rôle, c'est celui de secrétaire générale et aussi de vice-présidente gouvernance et développement durable. J'accompagne le conseil d'administration et la direction de l'entreprise dans l'exercice de leur rôle et responsabilités. Je suis notamment responsable de la commission gouvernance du mouvement et du conseil d'éthique et de déontologie. Donc, et j'interviens à l'Assemblée générale régulièrement. Donc, si vous me posez la question, quel a été l'impact de la pandémie sur Desjardins, en fait, ce qu'on a réalisé à travers cette pandémie-là, c'est que ça a amené je dirais, la nécessité de mettre en place des nouveaux mécanismes pour faire en sorte que les affaires courantes se poursuivent, mais aussi qu'on mette en accéléré le traitement des initiatives qui doivent être mises en place suite à la crise. On avait déjà eu une crise en juin 2019, on a celle de la pandémie. On a appris de la première crise pour mettre en place les mécanismes pour traiter la deuxième. À titre d'exemple, un élément hyper important, c'est l'alignement de l'organisation. Chez Desjardins, on a une culture et la culture se résume à travailler dans l'intérêt premier des membres des clients. Donc, le président et chef de la direction a martelé depuis des mois que toutes les décisions devaient se prendre à la lumière de cette exigence-là. Donc, le conseil d'administration et la direction ont fait un suivi constant et a monitoré cet élément-là pour s'assurer de l'alignement des troupes et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écart dans un grand groupe comme le nôtre, parce qu'on a plusieurs unités. Donc ça, c'est un élément fort important. Ce qu'on a mis en place également, c'est 2 mécanismes. Au niveau du conseil d'administration, un comité spécial, former des bonnes personnes pour suivre de très, très près les plans maîtres qui intègrent les initiatives pour apporter soit les innovations ou les correctifs à apporter. Donc ça, c'est au niveau du conseil d'administration. Puis au niveau de la haute direction, il y a une cellule de crise qui a été mise en place et cette cellule de crise-là se réunit pratiquement à tous les jours pour faire une mise à jour sur l'ensemble des enjeux qui peuvent être rencontrés, pour faire en sorte que l'organisation demeure agile dans l'implantation des mesures à prendre là, pour bien contenir les risques, mais aussi saisir les opportunités. L'autre élément très important, c'est pour le conseil d'administration, c'est de vraiment veiller à ce que l'organisation ait une stratégie de communication interne et externe très robuste. À titre d'exemple, notre président et chef de la direction, à 15h15 le jeudi, parle aux 45 000 employés qui se branchent. Il parle à toutes les 2 semaines à l'ensemble de nos 3 000 administrateurs des caisses à l'échelle locale pour les mettre à jour aussi sur l'évolution des choses. Et il intervient de façon périodique, soit dans les médias ou à travers notre site Internet ou les réseaux sociaux. Donc, on est très présent justement pour rassurer l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, et on en a il y a des retombées extrêmement positives à cette approche de communication-là. Donc ça appartient vraiment au conseil d'administration de faire un travail là-dessus. Puis finalement, les opérations se poursuivent parce que les employés sont au poste. Alors, je pense qu'on va tous apprendre. Ça peut être douloureux parce que c'est très exigeant de gérer l'ensemble de l'œuvre, mais en même temps, on voit la robustesse à ce moment-là de la gouvernance et de l'organisation comme telle. Effectivement, la crise du COVID-19 a eu beaucoup d'impact, je pense, pour toutes les organisations. Puis, ça l'a déstabilisé autant les directions d'entreprise que les conseils d'administration dans leur façon de faire. En ce qui concerne un groupe coopératif comme Desjardins, il y a plusieurs moments démocratiques qui sont importants, dont notre Assemblée générale, puis aussi nos réunions de conseil d'administration. Mais si je m'arrête à la question de l'Assemblée générale, l'objectif qu'on poursuivait en faisant en sorte qu'on puisse la tenir en mode web, c'était vraiment d'assurer la continuité des affaires du mouvement. On avait à la fois des décisions à prendre pour notre réseau des caisses et nos membres et aussi des décisions à prendre sur le plan de la gouvernance. Donc, le fait d'avoir pu tenir cette assemblée-là, on peut aller de l'avant. Et donc, la façon dont ça s'est déroulé de façon très, très efficace, c'est qu'on a retenu des fournisseurs de services qui nous permettaient à la fois de faire participer les gens
donc avec une présentation d'une documentation. Les gens avaient des fenêtres pour pouvoir poser leurs questions, faire leurs commentaires. Et ultimement, l'autre fournisseur qu'on a retenu nous permettait également de faire des votes. Donc, des votes qui ont passé à travers un filtre de conformité. Donc, très important de souligner que cet exercice-là s'est fait avec la même rigueur, avec la participation de nos auditeurs internes pour venir attester de l'intégrité des votes qui ont été pris lors de cette assemblée-là. Donc, nous, on a constaté que de tenir cette assemblée par web nous permettait, comme je le mentionnais, d'assurer la continuité des affaires, mais aussi d'expérimenter une nouvelle façon de tenir nos instances. Bien entendu, une rencontre web ne remplacera jamais une rencontre physique où il y a des interactions entre les personnes, où on peut réagir promptement sur les propos d'une personne ou d'une autre. Je pense que c'est vraiment un moyen complémentaire aux assemblées en présence. Je pense pas que les séances web puissent à terme le remplacer complètement les assemblées en présence. Mais par ailleurs, l'avantage de ce mode-là, c'est que, et je pense que les entreprises vont y réfléchir, c'est peut-être de prévoir en web les sujets qui sont plus statutaires, qui demandent des approbations, mais pour lesquels généralement il n'y a pas d'enjeu particulier parce que c'est des éléments qu'on doit tout simplement adopter en assemblée. Je donne à titre d'exemple la nomination des auditeurs externes. C'est jamais des points là, qui génèrent des points de conversation, mais il y en a d'autres par ailleurs qui demandent justement cette présence des personnes et ça va probablement amener les instances à faire une distinction entre les deux types de sujets et de réserver le temps en présence à des éléments qui sont à haute valeur ajoutée. Ça, je pense que c'est un élément qui va être important. Peut-être vous partager, on a fait une évaluation de la satisfaction de nos délégués face à cette formule-là. Les gens ont été agréablement surpris sur l'efficacité. Mais il y a toujours des éléments à améliorer. Puis c'était une première expérience là, comme Assemblée générale annuelle. On en avait fait antérieurement pour des séances plus courtes. Premièrement, c'est qu'on a dépassé de beaucoup de temps parce que finalement, quand on est ensemble à 1200 personnes dans une salle, il y a bien des gens qui ont des questions, des commentaires, mais ça les intimide de se lever au micro et d'aller au micro et de poser leurs questions ou de faire leurs commentaires. On s'aperçoit que quand on est derrière l'ordinateur puis qu'on a une fenêtre pour poser notre question, faire notre commentaire, c'est peut-être beaucoup plus aisé de s'exprimer que de le faire en présence. En ce qui concerne le conseil d'administration, nos comités du conseil, avec la pandémie, c'est pas très compliqué. Hein, il n'y a aucun rassemblement. Donc, toutes ces réunions-là doivent se tenir en mode virtuel. Au départ, on tenait nos rencontres avec des conférences téléphoniques, mais on s'est rendu compte que le fait qu'il n'y ait pas d'interaction visuelle, on avait moins d'interaction que dans un conseil d'administration en présence. Donc, après la première réunion sous ce format-là, on s'est réajusté rapidement. Notre prochain conseil d'administration du mois de mai va se tenir en ajoutant deux petits processus très simples pour améliorer. D'une part, on s'est assuré d'outiller nos administrateurs pour qu'ils puissent à la fois être présents, mais avec leur caméra, mais aussi avoir un autre instrument pour suivre la réunion. On est sur un outil, nous, de conseil d'administration là, qui est sans papier. Donc, ça prend vraiment les deux outils pour que ça soit efficace pour éviter de passer d'un écran à l'autre. Et aussi, on a mis en place un petit processus où les administrateurs vont texter le président pour dire « je veux parler ». Parce que ce qu'on se rend compte, la rétroaction qu'on a eue, c'est que les gens ont peur d'interrompre quelqu'un, ne savent pas à quel moment ils peuvent intervenir. Et c'est important de stimuler cette conversation-là parce que d'une part, les membres de la haute direction qui viennent présenter des dossiers s'attendent à avoir des interventions parce que c'est des dossiers qui sont costauds. Donc, quand il n'y a pas de réaction, on se pose la question, est-ce qu'il y a un manque au niveau de la documentation, de l'information, quoi que ce soit? Les gens n'ont pas tendance à réagir
comme ils le font en séance souvent, quand on est en présence, il y a du non-verbal qui se fait, puis il y a des têtes qui se hochent, fait que la direction est capable de voir qu'il y a un confort, mais à distance, ils sont pas en mesure de le faire. Alors, peut-être un autre petit mécanisme qu'on a mis en place là, pour la prochaine réunion, c'est qu'on a demandé aux membres de la haute direction d'identifier une ou deux questions pour chacun des dossiers pour s'assurer d'avoir une rétroaction sur les éléments qui sont au cœur de chacun des dossiers. Ça fait que ça, c'est des petits trucs là, qui peuvent aider à dynamiser la rencontre. En ce qui concerne le futur, donc on dit toujours qu'il y aura un avant puis un après pandémie COVID-19. Certainement, ce que ça l'a permis, je pense, de mettre en lumière pour à peu près tous les conseils d'administration, c'est vraiment de s'interroger à savoir est-ce qu'on était prêt à faire face à une telle éventualité. Donc, ça va certainement amener des réflexions stratégiques au niveau du conseil, beaucoup plus aussi, je dirais, un focus plus grand au niveau de la gestion des risques. Bien des organisations avaient des plans de continuité des affaires, mais pour beaucoup, c'était presque théorique. Parce que dans le fond, quand est-ce qu'on pouvait penser qu'un tel événement pouvait survenir? Si on prend le domaine des institutions financières, on n'a pas le choix, on est extrêmement réglementé et suivi. Donc, on a des plans de continuité des affaires extrêmement robustes. Et c'est pour ça d'ailleurs que Desjardins a été en mesure de se retourner si rapidement. Donc, pour chacun des conseils d'administration, à un moment donné, ça va demander de retourner au fondement du modèle d'affaires et de se dire, ben, on sert à quoi finalement, puis quel sera le futur? Parce que ce qui se dessine aussi, vous l'entendez de plus en plus, l'économie ne pourra plus être la même non plus. On fait appel à l'achat local, on fait appel à l'autosuffisance, on fait appel à la responsabilité par rapport au changement climatique. Vous savez qu'on le voit au collège aussi des administrateurs, toute l'importance que va prendre l'intégration des facteurs ESG dans les modèles d'affaires. Ben, autant ça pouvait être une opportunité assez intéressante avant la COVID, je pense que ça devient un requis après la COVID. Donc, ça va amener, à mon avis, beaucoup de réflexions au niveau des conseils d'administration, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan de la gestion des risques, parce qu'avant, ça nous semblait très lointain. Maintenant, ben, c'est à nos portes qu'on est en train de le vivre. Moi, je pense que oui, il y a des risques, il y a des pertes, il y a des malheurs autour de ça, mais je pense que ces éléments de crise-là, c'est pas moi qui ai inventé ça, je l'ai lu, je l'ai compris. Les crises, c'est un puits d'innovation et d'opportunité. Alors, je pense qu'il appartient au conseil d'administration et à la direction des entreprises, mais au premier chef au CA, d'amener justement les organisations à voir au-delà de la perte et des risques et d'aller voir ben qu'est-ce qu'on a comme opportunité. Puis on le voit actuellement, hein, si on prend juste au Québec, là, comment il y a des entreprises qui se tournent puis qui profitent de cette opportunité-là pour transformer leur modèle d'affaires et finalement d'avoir un but qui est vraiment pour le mieux-être de la société. Je pense que ça, c'est le futur.